Mesdames, Messieurs, bonsoir. Réunir l'Afrique, créer les États-Unis d'Afrique, ça a toujours une préoccupation, je dirais, millénaire, parce que ça date déjà de plusieurs années. Et cette préoccupation a animé ce qu'on a appelé les pères fondateurs de l'indépendance africaine. Elle continue d'animer la jeunesse aujourd'hui. Et ceux qui ont la charge de l'Afrique aujourd'hui, peut-être pensent que c'est un sujet qui pourrait être à un moment donné relégué au calendrier grec. L'Organisation de l'unité africaine a fait son temps. Elle a été remplacée par l'unité africaine. Et aujourd'hui, on ne trouve pas toujours, on a l'impression d'ailleurs, le sentiment que cette ambition, cette volonté, ce souhait longtemps caressé par un certain nombre de pères fondateurs s'éloigne de plus en plus. On se demandait, fallait-il créer du coup l'unité africaine par les États-Unis d'Afrique, ou alors fallait-il commencer par des régions? Le problème est d'actualité. Aujourd'hui, l'université panafricaine qui est basée dans le siège à Yaoundé organise une conférence à la thématique ambitieuse, bâtir l'État fédéral africain à partir de l'Afrique centrale. Et quand on sait que l'Afrique centrale, dans sa structure, dans sa constitution, ne brille pas par l'unité, on n'a qu'à voir aujourd'hui ce qu'est devenu la CEMAC. Lorsqu'on sait que des pays comme le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo font partie de l'Afrique centrale et leur manière de gérer, leur manière de se retrouver correspond beaucoup plus à l'Afrique australe. Ils ont les yeux tournés vers l'Afrique de l'Est et vers l'Afrique australe. Cependant, les rêveurs africains, les universités pensent qu'on peut toujours, à partir de l'Afrique centrale, essayer de réunir l'Afrique. Aujourd'hui, donc, l'université panafricaine dont le siège est basé à Yaoundé, a invité deux universités de renom, des personnalités qu'on a envie de dire qu'on ne présente pas. Parce que présenter le professeur Théophile Obenga qui vient de Brazzaville, on dirait c'est la palissade. Alors le professeur Théophile Obenga, qui est égyptologue, a travaillé énormément dans la recherche. Il est historien de formation, il est linguiste, il a fait la philo, il a appris l'archéologie, il a appris les sciences et l'éducation, il a appris l'anthropologie et puis la paléontologie. On a envie de dire, quand on parle de lui, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? C'est vous qui le dites. Bon, on était en Europe, on était jeunes, bon, il y avait beaucoup d'opportunités, on en a profité, c'est tout. On avait envie de tout embrasser, ouais, de tout devenir. Oui, c'était aussi des modèles hein, qu'on suivait. Mon modèle était surtout du côté africain, qui était surtout Cheikh Anta Diop, qui est lui physicien nucléaire, mathématicien, et puis du coup, vous vous êtes retrouvé dans un intérêt commun, comment bâtir l'Afrique à partir de son histoire et de sa culture. Oui, exactement. Ces deux éléments vous ont guidé tous vos travaux, toutes vos recherches, comment construire l'Afrique. Et puis vous partez de cette idée que le monde entier repose sur l'Afrique. Toute la modernité, toute la culture, toute la science, la littérature, tout est parti de l'Afrique. Vous maintenez encore cela? Oh, ça dit, il y a des faits d'évidence, hein, ça dépend de quelle période. L'impression que nous avons de l'Afrique aujourd'hui, c'est une Afrique dominée, une Afrique pauvre, une Afrique endettée, une Afrique qui ne s'en sort pas. Bon, ça c'est peut-être le XXe siècle, le XIXe siècle. Bon, plus loin encore, l'Afrique n'était pas assez autonome, c'était l'esclavage. Mais beaucoup plus loin encore, que quand l'Afrique était autonome, elle a créé des grands royaumes, le Mali, le Ghana, le Songhai, non seulement en Afrique australe, en Afrique centrale aussi, vous connaissez, et le royaume de Congo, Cuba, en Afrique, au Soudan, c'est la Nubie, et puis dans la vallée du Nil. Donc, c'est pas l'effet qu'on invente, c'est l'Afrique, avant la colonisation, avant toute domination, avait son autonomie. Et pendant ce temps-là, l'Afrique a contribué aussi. Les Grecs eux-mêmes disent que le premier philosophe et scientifique grec, Thalès, a été étudiant en Égypte. En Égypte. Oui, ils le disent eux-mêmes, c'est pas nous qui inventons. Et Platon le dit, parce que Platon a menti, bon, c'est son affaire, mais en tout cas il le dit. Et puis Moïse, un historien juif, Joseph
Flavius Joseph dit que Moïse, le libérateur du peuple égyptien, a marié une femme négresse, une femme du Soudan actuel, c'est-à-dire de la Nubie. Oui, c'est un historien juif réputé qui le dit, c'est même pas nous. Donc voyez-vous que l'Afrique n'a pas toujours été ce qu'on croit. À un moment donné, elle avait son autonomie, elle a contribué aussi au progrès de l'humanité, pour ainsi dire. Professeur, on va revenir sur tout ça en plus en détail. Nous avons 52 minutes devant nous. Je pense qu'en 52 minutes, on peut dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'avec le professeur Théophile Obenga, on ne peut pas épuiser tous les sujets. On ne peut pas épuiser ou la littérature, ou la philosophie, ou la culture. Professeur Marcel Dikiriki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes centrafricain de naissance. Vous êtes professeur des universités. Vous avez enseigné longtemps à l'université de Bordeaux. Pas de Bordeaux, mais de Paris. De Paris d'abord. Oui. De Barcelone. De Barcelone. Vous parlez espagnol? En Espagne, non. J'ai enseigné en anglais et en français. Et du Canada, de Gatineau au Canada. Vous êtes vraiment un professeur planétaire. Et actuellement, vous enseignez, vous travaillez à l'Alcalá, qui s'occupe des langues. J'ai travaillé pendant 37 ans au Centre national de recherche scientifique, dans le laboratoire Lacan, langue et culture d'Afrique noire. Et j'ai travaillé sur les langues africaines. Alors, et ensuite, là, je suis académicien de l'Alcalá, qui est l'Académie africaine des langues. Professeur Dikiriki, on a constaté quand même que malgré la présence régulière des Africains dans des universités où on enseigne les langues orientales à Paris et un peu partout ailleurs, les langues africaines tardent toujours à revenir. Le Kiswahili, qui est une langue parlée sur une bonne partie du continent, n'arrive pas à s'imposer. À s'imposer à qui? Au reste du monde, comme le français s'est imposé, comme l'anglais s'est imposé, l'arabe est en train de s'imposer aussi. Non, les langues ne s'imposent pas, ce sont les hommes qui imposent les langues. Vous êtes africain, pourtant vous êtes dans ce lieu-là. Les langues ne s'imposent pas, ce sont les hommes qui imposent les langues. Alors, si on veut que le Kiswahili soit imposé, c'est la volonté politique des Africains de l'utiliser et de l'imposer, pour ainsi dire, dans les écoles, dans les universités, dans les structures qui peuvent le faire vivre au niveau mondial. Mais je souligne déjà que le Kiswahili est enseigné à l'INALCO en France, au SOAS en Angleterre, à l'IUT à Chicago, et dans plusieurs, en institut arabe en Égypte, et dans plusieurs pays orientaux. Le Kiswahili est enseigné dans les universités, dans le monde, beaucoup plus qu'en Afrique. Mais ça reste tout de même une langue localisée en Afrique australe, en Afrique de l'Est, où quand on sort de là, on ne parle plus le Kiswahili. Attends, il y a quand même 12 pays en Afrique où le Kiswahili a statut de langue officielle. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le RDC, oui, et puis le nord, le Burundi, le nord du Rwanda, du Mozambique, du Mozambique et les Comores. Alors, qu'est-ce qui fait problème pour que l'Afrique, vous avez dit que ce sont des hommes qui imposent une langue, les Arabes ont imposé le Maghreb et puis le Moyen-Orient, enfin, le Moyen-Orient, ils ont réussi à imposer l'arabe qui se parle aujourd'hui. Lorsqu'un dirigeant de ce pays-là va à l'ONU, il parle anglais, il parle français certainement, mais il refuse de parler cette langue, il parle l'arabe. Qu'est-ce qui fait que les Africains ne tiennent pas des discours à l'ONU en Swahili? C'est parce que les Africains ne sont pas totalement souverains. Ils sont indépendants, mais pas souverains. Alors, vous qui les rencontrez à travers vos études linguistiques, vous n'arrivez pas à faire passer le message selon lequel la culture, c'est d'abord la langue? Je fais passer le message, mais il y a beaucoup d'autres intérêts. Parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a d'autres intérêts politiques, économiques, etc. Mais le jour où tous les États africains comprendront qu'il est de leur intérêt, qu'ils gagneraient beaucoup plus en se mettant ensemble dans un État fédéral, ce jour-là, les ambassadeurs africains, dont le nombre sera réduit
de 10 348 actuellement à 191 sont en mesure de parler Kiswahili à l'ONU. En attendant, le Kinyarwanda est la première langue du Rwanda, le Kiswahili est la première langue de Tanzanie. Et puis peut-être on va... Non, en attendant, au Rwanda, il y a 4 langues officielles. Kiswahili. Le Kiswahili, le Kinyarwanda, d'abord le Kinyarwanda, le Kiswahili, l'anglais et le français. Mais le Kinyarwanda est la langue parlée par le peuple rwandais. Le Kiswahili est aussi parlé par le peuple rwandais. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que nous en Afrique, nous sommes multilingues. Nous parlons plusieurs langues à la fois. Il n'y a pas un Africain qui ne parle pas au moins 2 langues. Ok. Merci les 2 professeurs. Merci d'avoir accepté de venir à HTV. Je n'ai pas besoin de le dire. C'est la première fois que vous venez dans ce studio. C'est sûr. Nous espérons, nous pensons que vous allez revenir. On va entrer dans le vif du sujet, sauf si l'un et l'autre de vous a envie de compléter cette introduction. Alors, bâtir l'État fédéral africain à partir de l'Afrique centrale. Vous avez épousé la thématique. Qu'est-ce que vous allez dire à votre conférence de demain? Qu'est-ce qu'on va attendre de cette thématique aussi audacieuse? Oui, ça dit que c'est même un Jamaïcain ou un gars de Trinidad, un avocat à Londres, Williams, qui le premier, en 1900, a fait un congrès ou une association panafricaine. Et on a demandé à tous les Africains de adhérer à ça. Et ça a continué, jusqu'à ce que les Kwame Nkrumah soient éduqués dans cette affaire-là. Et puis quand ils sont devenus présidents, on a créé... il faut faire l'organisation de l'unité africaine. Bon, comme on n'a pas réussi d'en faire une structure politique, on en a fait une structure purement administrative. Parce que l'argument à l'époque était que il faut qu'on ait nouvellement indépendant, il faut que chaque pays se développe. Quand chaque pays va se développer, ensuite on va faire l'unité. Et donc on a fait simplement l'OUA, c'est pas politique, c'est purement administratif. Si bien que ce qu'on décide à l'OUA, Addis Abeba, si je viens dans mon pays, je fais ce que je veux, je ne suis pas sanctionné, il n'y a pas quelque chose qui m'arrête. Bon, après l'OUA, on a fait l'Union africaine. L'Union africaine, c'est aussi une structure moins bonne que l'organisation de l'unité africaine. Oui, parce que ils prennent l'argent de l'Union européenne dans leur contribution. C'est que l'organisation de l'unité africaine ne faisait pas. C'est que Kwame Nkrumah ne peut pas prendre l'argent pour faire nourrir les fonctionnaires africains qui travaillent pour l'Afrique, au nom de l'Afrique, dans une organisation panafricaine, et on prend l'argent de l'Union européenne pour les nourrir, mais ils imposent leur point de vue. Même quand les chefs d'État ont décidé d'une chose, ceux qui financent peuvent dissoudre la décision des chefs d'État. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc l'Union européenne, l'Union africaine est moins bien que l'organisation de l'unité africaine, moins bien que l'OUA. D'où aucune décision. On revient sur des choses éculées, telles que NEPAD. Donc je fais un dossier, puis je donne un partenaire. Mais quel est le partenaire de la Chine? La Chine fait ses dossiers, il le donne à quel partenaire? Le Trump fait ses dossiers, il le donne à quel partenaire? Il n'y a pas de partenaire dans le monde. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire à ces choses-là. Tu fais tes dossiers, tu cherches à trouver des collaborateurs ou des choses comme ça à négocier, mais il n'y a pas un partenaire, un bailleur de fonds qui va te donner l'argent et puis tu vas croiser les bras. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Pourquoi les bailleurs de fonds n'aident, ou les partenaires n'aident pas la France, n'aident pas la Grèce, n'aident pas... C'est des mythes qu'on entretient en Afrique. Donc on n'a jamais créé une organisation politique panafricaine. On n'a jamais créé. On a fait des administrations, on a fait moins bien, on n'a pas créé. Voilà pourquoi on revient à cette idée-là de créer maintenant une structure politique. Alors, il faut d'abord gagner le royaume politique et le royaume économique viendra après. Voilà. Tout à fait. Le professeur Marcel Dikiri. Je peux appeler Marcel Diki. Et puis Kidiri. Plus loin. Bon. Alors, vous voyez, le professeur Obenga place là un tableau pas du tout reluisant dans ce contexte-là. Il a parlé de l'Europe qui finance
l'Union africaine, ce qui est c'est pas une éloge, n'est-ce pas, pour les pays africains. De l'autre côté, il y a aussi la Chine qui construit un siège à l'Union africaine. Et puis, si on continue de cette manière-là, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut, un jour, à un moment donné, sortir de son orgueil, utiliser son orgueil pour avoir une certaine indépendance? Il est urgent, mais beaucoup plus que urgent, que les Africains se réveillent. Il est urgent. Et pourquoi? Parce que vous voyez que la Chine ne s'intéresse pas à l'Afrique pour les besoins des Africains. L'Europe ne s'intéresse pas à l'Afrique pour les besoins des Africains. C'est parce qu'il y a des matières premières. Non, parce qu'il y a à manger. Et l'Afrique regorge de richesses et n'est pas gérée. Donc, chacun vient se servir. Il est urgent de créer les États africains unis. Soit dit en passant, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des États-Unis d'Afrique. Mais le mouvement fédéraliste panafricain précise en parlant de États africains unis. Il y a une nuance sémantique. Alors, avec le professeur Obenga a cité un Jamaïcain, on peut citer George Padmore, on peut citer William Du Bois, on peut citer encore Marcus Garvey. Alors, toute cette volonté de créer les États-Unis d'Afrique, ou l'État fédéral africain, pourquoi ce n'est jamais venu de l'Afrique? C'est venu aussi de l'Afrique. Parce que quand Du Bois a organisé cette conférence à Londres, Kwame Nkrumah était là. Il a fait une association avec Kwame Nkrumah. C'est pas Nkrumah qui a pris l'initiative. Non, mais il était là. Il a pris le secrétariat. En participant. Non. Il a pris en charge tout le secrétariat. Et les idées qui étaient défendues étaient aussi des idées de Nkrumah. Parce que il faut bien comprendre qu'on nous divise en essayant de jouer les uns contre les autres. Et lorsque cette conférence a eu lieu, il n'y avait aucune perspective pour les peuples africains. Aucune. Aucune perspective. Alors, je voudrais poser à l'un et à l'autre la même question. Qu'est-ce que vous venez donc faire à Yaoundé, entretenant ce pessimisme-là? J'ai dit que la conférence de demain a une thématique audacieuse, mais vous venez, vous êtes pessimiste. Nous ne sommes pas pessimistes. Vous avez des politiques qui ne vous écoutent pas. Alors, qu'est-ce que vous venez? Je commence par vous. Non, nous ne sommes pas pessimistes. Loin de là. Nous sommes même optimistes et même utopiques. Parce que quand nous disons comme ça qu'il est temps que l'Afrique s'unisse et que la fédération des États africains unis peut être créée en moins d'une génération, ça c'est pas pessimiste ça. Et nous pouvons le prouver. On peut le créer en moins d'une génération. Ok, à moins d'une génération. Professeur Obenga, en 2015, j'ai pris part sous votre haute direction à une conférence initiée par les autorités du Congo. Donc, la thématique centrale était Renaissance africaine. Et puis là, il y a une idée qui circulait et qui faisait peur aux Congolais, que le Congo était menacé de balkanisation. Vous avez fait une conférence très applaudie. Et aujourd'hui, depuis 2015, et bien avant, aujourd'hui, vous venez encore sur la même thématique, ou du moins à peu près pareil, hein, la Renaissance africaine et l'État fédéral africain qui va naître de Yaoundé. Vous pensez que c'est possible en Afrique centrale tout au moins? C'est-à-dire qu'il y a des étapes. On était colonie, mais déjà les idées, on disait que comme on a souffert ensemble, l'esclavage, la misère, etc., il faut qu'on soit unis. Bon, on était colonie, on ne pouvait pas y réunir les colonies, on ne commandait pas. Donc l'idée a toujours été là, et on est devenu indépendant. Donc on pouvait faire quelque chose, puisqu'on est indépendant. Et on a fait, comme je l'ai dit, l'OUA. Et puis on a changé un peu en Union africaine. Bon, donc chaque fois on décide. Mais on décide mal. On décide très mal. Cette fois-ci, je crois qu'il faut que les Africains décident bien. C'est-à-dire décider pour rentrer dans l'histoire. Il faut décider. Faire l'État fédéral africain, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Si vous prenez bien la grande Chine, c'est presque un État fédéral. Hein? C'est un État fédéral. Vous prenez
les États-Unis, c'est même la République fédérale des États-Unis d'Amérique. C'est une fédération. Donc, l'Europe cherche à faire quoi? À faire la fédération aussi. Ils n'arriveront peut-être jamais, mais ils cherchent aussi à faire un État fédéral. Comme ils sont trop cristallisés dans le nationalisme, ils ne veulent pas céder leur souveraineté. Ils veulent faire simplement l'économie, mais ils ne seront pas une puissance. Donc, c'est humain, c'est dans l'histoire, c'est un phénomène historique. Et donc, si les Africains disent que nous décidons, même 10 États africains, les autres vont suivre. Les États-Unis ont commencé par 14, ils sont une cinquantaine aujourd'hui. Si nous décidons de faire un État fédéral, c'est-à-dire d'avoir en commun, de créer une puissance politique d'abord, donc pour assurer notre sécurité de nous-mêmes en tant que peuple, la sécurité de nos matières premières, exploiter nos matières premières, premièrement notre propre profit, notre propre misère, développement. Bon, assurer certaines choses en commun, comme ça qui coûte cher. La science coûte cher aujourd'hui. Il faut la faire en commun, etc. Ça, c'est possible, il faut de le décider. Les Américains, c'est des hommes, des êtres humains comme nous, avec le même cerveau, ils ont décidé. Les Chinois, les Mao Tse-tung, ils ont décidé. L'Afrique ne le décide pas. Pourquoi? Parce que l'Europe a pour banque, comme fonds, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a fait le développement de l'Europe. L'Europe ne s'est jamais développée dans la modernité. Au Moyen-Âge, il n'y avait rien au Moyen-Âge. Il n'y avait rien, etc. Donc, c'est l'Afrique qui a développé l'Europe, qu'on parle de l'Europe là, depuis la révolution industrielle jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas de diamants, ils sont premiers producteurs de diamants. Ils n'ont pas l'uranium, ils sont le premier nucléaire. Ils prennent tout chez nous. C'est le bois et tout. Donc l'Afrique donne la richesse. L'Europe, enfin l'Afrique et les hommes et les richesses font la richesse de l'Europe. Pourquoi ne pas faire notre propre richesse? On peut partager aussi aux Européens, mais commençons par faire aussi notre propre richesse et non tout livrer aux Asiatiques, aux Européens et puis nous-mêmes rien. Donc on est né sur Terre. On est ici sur Terre, notre destin est de servir, d'être esclave, d'être serviteur des autres et de ne jamais jouir ce que la nature nous a donné si généreusement. C'est ça le dilemme. Donc il faut la décision politique. Jusqu'ici, on n'a pas décidé politiquement. On a fabriqué des trucs unions économiques, des NEPAD, c'est-à-dire des choses qui ne valent rien du tout. Il ne faut même pas parler du NEPAD ou de renouveler. C'est même contresens dans l'histoire. Ça ne veut rien dire. C'est reculer. C'est reculer. Il faut décider politiquement. On peut le faire. Et il y a assez de cadres aujourd'hui, des ingénieurs, des médecins, des militaires, des hauts cadres administratifs, des grands juristes, des techniciens, des ouvriers, des paysans, tout ça. On a assez nombre. La jeunesse africaine est au chômage. On peut la mobiliser pour faire une nouvelle Afrique. Donc on a tout ce qu'il faut faire. Le reste viendra. Les religions, ça va venir. Les monnaies, c'est facile à faire une monnaie. Le Niger a une monnaie. Pour autant, ils sont libres. Le Zaïre avait une monnaie. C'est la catastrophe. C'est pas la monnaie en tant que telle qui fait quelque chose. Quand l'État fédéral fera sa monnaie, c'est un État fort qui fera une monnaie forte. C'est un État puissant qui fera une monnaie puissante. C'est comme ça qu'on fait. Alors, professeur Marcel Kidiri, vous voyez, le professeur Obenga dénonce là la dépendance de l'Afrique. Et en préparant cette émission, j'ai lu un certain passage dans un ouvrage où Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, le professeur Théophile Obenga, qui est là, dénonce de manière véhémente. Ils disent que le malheur de l'Afrique, c'est d'être à côté de l'Europe. Et que l'Europe dit que aujourd'hui, le lien, c'est-à-dire le lien entre l'Europe et l'Afrique est indissoluble. Il faudrait qu'ils vivent ensemble. Et je cite un homme politique allemand qui a été chancelier, Helmut Kohl, qui a dit: nous ne permettons jamais, on ne permettra jamais qu'une Afrique à nos portes s'industrialise pour devenir notre concurrent. On est quand même conscient de tout cela, les dirigeants africains sont conscients de tout cela, mais qu'est-ce qui fait que ces liens soient indissolubles avec un voisin qui ne veut pas de votre bonheur? C'est eux qui le disent. C'est eux qui considèrent que les liens sont indissolubles parce qu'ils s'imaginent que tout est éternel sur cette terre. Il n'y a rien qui soit éternel sur cette terre. Il n'y a même pas un empire qui soit éternel. Donc,
Nous, Africains, si nous décidons de dissoudre, on dissoudra. C'est tout. Mais vous le ferez comment? Justement, par la mobilisation des populations. Les populations, elles ne sont peut-être pas écoutées, elles ne sont pas suivies. Non, elles peuvent être mobilisées. Et aujourd'hui, la colère des populations est telle qu'on peut les mobiliser pour leur faire comprendre la nécessité de s'unir. Vous savez, personne n'aurait cru que la révolte populaire pouvait chasser du pouvoir des gens qui sont restés pendant 30-40 ans. Par exemple, En Algérie et au Soudan. Cela n'a pas conféré l'indépendance à toute l'Afrique. Ah ben, je ne parle pas d'indépendance, ils sont indépendants. Ils sont déjà indépendants. Donc c'est pas là. La question n'est pas l'indépendance. Moi je dis que la conscience populaire, si on l'éduque bien, elle est capable de dire nous, on veut un État fédéral panafricain. C'est ça que je veux dire. Alors, et en outre, il faut bien se comprendre. Je regrette, il faut bien se comprendre. Permettez-moi de bien expliquer à nos téléspectateurs. Il faut bien se comprendre. Allez-y. Le mouvement fédéraliste panafricain n'est pas là pour chasser les chefs d'État. Le mouvement fédéraliste panafricain est là pour expliquer à la population que les États tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont pas totalement souverains. La preuve en est qu'aucun État africain ne peut défendre sa population, ne peut se défendre et fait des accords de défense avec des puissances coloniales ou des puissances étrangères qui ne les défendront jamais. Au lieu de faire ces accords-là avec des puissances étrangères, qu'ils fassent cet accord avec un État fédéral souverain. Parce que l'État fédéral, là, le président fédéral, là, il est élu par la population africaine. Et s'il ne fait pas ce pourquoi il est élu, on peut le démettre. On peut le démettre. Mais quand le président de la Russie ou de n'importe quelle autre puissance coloniale de la France ou de l'Angleterre ne vous défend pas, est-ce que vous avez le pouvoir, par vote populaire, de le démettre? Non. Il n'est pas votre président. Donc, il faut que les États comprennent que ce que l'on veut, c'est que chaque État accepte de céder à l'État fédéral la portion de souveraineté. Je dis bien la portion de souveraineté qu'il ne peut pas gérer tout seul. Tout à fait. Bon, professeur Obenga, vous dites que l'Europe n'est pas disposée à abandonner l'Afrique, son contrôle, sa main mise sur l'Afrique. Et les dirigeants africains, au niveau des chefs d'État, ils disent que les intellectuels, c'est des rêveurs, ils ne sont pas au courant des réalités, que c'est nous qui avons des réalités, nous sommes obligés, nous sommes tenus d'avoir des rapports des rapports tels qu'ils sont avec des dirigeants européens. Vous qui avez l'opportunité, l'occasion d'approcher les chefs d'État, je pense notamment au président Sassou Nguesso, que vous avez soutenu en 2009, lorsqu'il vous a tendu la main, il était en difficulté, vous n'avez pas hésité de voler à son secours. Mais quand vous le rencontrez, qu'est-ce que vous lui dites? Ça dit que si c'est ainsi, il ne fallait pas se battre ou parler ou crier pour Mandela, il fallait le laisser en prison. Parce que voilà, pour parler plus simplement, moi je suis un étranger, je viens chez vous, dans votre maison. J'ouvre le frigidaire. Quand je veux, je prends ce qui est dans ton frigidaire. Quand je veux, tes fauteuils, tes meubles, je prends, je les vends, je te dépouille, ton épouse, tes enfants, ta famille, je dépouille. C'est ça. Et donc, tu regardes aussi faire. Tu regardes aussi faire. Bon, après, si je suis gentil, je te donne quelques bonbons. Comme ça, bon, et tu es content de ça. Et tu te laisses faire. Bon. Quel est le peuple aujourd'hui qui est conscient, comprenons le cas qui est chinois, coréen, qui se laisse dépouiller? Personne. Les États-Unis ne se laissent pas dépouiller. American First. Ils font même la frontière contre le Mexique. Ils ne veulent pas être dépouillés. L'Europe, l'immigration, les frontières, vous voyez bien les mouvements des
de Rassemblement national. C'est contre l'islam, c'est contre les immigrants, des choses comme ça. Alors, si nous comprenons chacun bien défend ses intérêts. Or, nous, on ne défend pas les intérêts. Pourquoi? Les chefs d'État africains, aujourd'hui, défendent aucun intérêt africain. Il faut bien le dire simplement. Ou fait semblant, ils ne défendent pas fondamentalement les intérêts africains. Parce que si tu défends fondamentalement, tu fais une rupture avec l'Occident. L'Occident n'aime pas ça, il va te tuer comme ils ont tué Sankara, comme ils ont tué Cabral, ils vont tuer comme ils ont tué Boganda, comme ici ils ont tué les Nyobé, et les Kadhafi, les Nyobé et les Moumiens. On tue les Osende Afana, on tue. C'est ça le problème. Parce qu'ils défendent leurs intérêts. Bon. Et nous, on a peur. Aujourd'hui, les Africains ont dit que non, on peut pas, on perd de quoi? Vaut mieux, ceux qui sont morts, et tant pis, le sang est le même. Nous, on veut notre contrôler, qu'on ne vienne pas nous dépouiller. Quelqu'un qui vient là-bas, il prend les chaises, il prend les fauteuils, il t'enlève même, tu restes même en slip, il est content. Il te prend toutes tes chemises. Non. La métaphore que vous prenez ressemble un tout petit peu à celle du professeur Tunjiang qui dit que l'Afrique est dans une posture où un Européen peut entrer chez vous, il prend votre femme et vous le regardez faire et vous ne dites rien. Oui, et tu applaudis même. Je m'excuse un peu de l'image, un peu forcée, mais enfin, c'est de temps en temps, il faut rire. Alors, face à ce tableau qui n'est pas du tout réalisant, on se pose la question de savoir à quoi sert l'Union africaine. Vous avez dit que c'est un machin, ça ne vaut absolument rien. Mieux vaut revenir à l'organisation de l'unité africaine où on avait des chefs d'État qui osaient frapper du poing sur la table. On n'allait pas demander à la Chine de construire un siège. On n'allait pas demander à l'Europe de financer le budget de l'Union africaine. Et puis, on est dans cette situation-là où l'Europe dit, nous sommes l'Afrique est à notre porte, c'est notre grenier, on ne va pas s'en dessaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Oui, c'est vrai, il faut bien qu'on pose le problème. L'Europe, donc nous n'accusons pas l'Europe. L'Europe reconnaît clairement qu'ils ont besoin de l'Afrique pour qu'ils vivent, qu'ils se développent. Ils le disent. Bon, ça serait bien s'ils pouvaient nous aider aussi à nous développer. Puisqu'il y a tellement de richesses, ils peuvent prendre et puis le reste aussi nous aider à développer. Or, ce n'est pas le cas. Ils prennent les yeux fermés, ils veulent que tu ne parles même pas, ils prennent tout l'uranium. Ils te laissent même, c'est radioactif ces choses-là. Hein? Même au Gabon, à la commune Franceville, ils ont pris, ils n'ont pas bien enterré les déchets, et ça a tué les forêts, ça a tué l'eau, ça a tué les poissons. Et brusquement, ils fuient, ils vont maintenant au Niger prendre gratuitement l'uranium du Niger. Ils ne payent rien du tout, c'est des semblants, des faux semblants, ils ne payent rien du tout. Et donc, on va continuer à faire ça. S'ils prenaient, ils disent, je prends un peu chez toi, je vous donne un peu quand même. Ils te donnent un peu quand même. Mais non. Ils ne donnent même rien, ils te trouvent. Même les animaux, ils traitent mieux leurs chiens que les Africains. Bon, donc on ne peut pas supporter ça. Oui, face à ce constat qui n'est pas du tout agréable à écouter, je voudrais vous garder la parole pour ça, s'il vous plaît. Une nation, un peuple comme des Africains qui, d'après vos recherches avec Cheikh Anta Diop, qui descend du Nil et qui a été à l'origine d'un certain nombre de découvertes. Par exemple, vous parlez des arts, c'est les nègres. Vous parlez de la religion, monothéiste tout au moins, c'est les nègres. Vous parlez de la littérature, vous parlez des sciences exactes, des mathématiques, la physique, la chimie, c'est les nègres, vous le dites. Vous parlez de la médecine, vous parlez de l'architecture, l'agriculture. Mais comment on peut comprendre après qu'un peuple, les nègres, ait inventé autant de choses, qu'ils soient relégués à ce niveau-ci? C'est-à-dire, dans vos recherches, vous dites même que l'Asie, à l'époque, c'était des peuples barbares, que la Grèce était barbare, que l'Europe était barbare, que c'était l'Afrique. Alors, comment on peut expliquer et justifier cette espèce de reculade avec des millénaires derrière soi? Oui, d'accord. Mais quand on dit que les mathématiques, les sciences, ce n'est pas de l'invention aussi. On n'invente pas ces choses. Aristote, c'est un grand savant de l'Antiquité grecque. Il écrit un gros livre qu'on appelle la métaphysique. Et dans la métaphysique, il dit noir sur blanc que les arts mathématiques ont été inventés pour la première fois en Égypte seule. Donc l'Égypte est l'invention des mathématiques, c'est dit par Aristote.
Il sait de quoi il parle au moins. Donc ce n'est pas nous qui inventons ces choses-là, comme on vous dit. Maintenant, comment on a reculé? On a reculé, ça arrive dans l'histoire. Quand on n'était pas préparé, c'est ça justement qui va nous arriver encore. Quand les autres se développent là-bas, au lieu de faire la pirogue, comme nous, ils font le voile. Donc ils exploitent le vent. Après le voile, ils font la mécanique. Après la mécanique, ils font l'électricité. Il faut l'électricité, il faut maintenant les bateaux nucléaires. Tu vois, ça va plus rapide. Ça avance à travers les océans. Ils développent l'aéronautique. Ils développent le canon, le fusil. Ils font le canon. Même jusqu'à la bombe atomique. Ils développent les technologies. Alors, comment voulez-vous quand il arrive avec la canon sur la côte, et toi, tu as la sagaie, ou la flèche, là, tu vas faire quoi? Les rapports ne sont pas les mêmes technologiquement. Et du coup, ils bombardent le canon, et les gens se dispersent ou meurent, c'est le feu, et puis ils dominent le pays. Et on le prend pour le feu du ciel, etc. Donc, les Chinois qui avaient aussi la technologie, les Européens sont restés à la côte. Ils ne les ont pas dominés. Ils sont restés à la côte parce qu'ils avaient aussi la poudre à canon, ceux qui ont commencé. Ils avaient de quoi se défendre. Nous, on n'a pas fait ça. La même chose, nous avons loupé l'ère industrielle. On t'appelle pays non industrialisé. Nous avons loupé l'ère, disons, même de l'informatique, de l'électronique, le numérique. On a loupé les airs. On loupe tous les tournants, et puis on te dit que tu es sous-développé. C'est ça l'injure. Tu es sous-développé comme c'est une fatalité. Bon. Donc il ne faut plus qu'on loupe les tournants. Il faut plus les Chinois ont loupé le tournant, ils ont rattrapé vite le tournant spatial. Ils vont aussi dans l'espace. Vite, on rattrape ces tournants. Donc avec l'État fédéral, nous allons vite rattraper tous les tournants que nous avons loupés. Il faut électrifier totalement le continent africain, même avec un barrage on peut le faire, l'Inga. Il faut électrifier totalement, pas de délestage. On ne peut pas se développer avec les moyennes et petites entreprises, c'est des histoires. C'est avec la grande industrie, on se développe, on crée des grandes industries. C'est comme ça qu'il faut se développer, on rattrape notre retard industriel. Et puis, il y a des jeunes savants africains et tout, on développe, on rattrape tous les retards électroniques et tout. Mais il n'y a que l'État fédéral, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut une puissance, parce que les autres ne viendront plus nous exploiter, prendre nos matières premières, on va refuser. Mais ils prennent heureusement que la bauxite en Guinée, ou le diamant en RDC, comme le sable qui est dans la rivière, Donc, Marcel Kili, je ne sais pas si vous partagez ce rêve du professeur Obenga, mais je voulais quand même m'étonner que, après avoir tout inventé, le siècle des Lumières est passé, nous n'étions pas du tout là, et le professeur pense qu'on peut revenir. Comment on va revenir? Moi, je veux dire une chose. Les grandes inventions. Si on a raté tous les coches, la raison, pour moi, la raison est simple et véridique. C'est que depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens anciens jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'État fédéral panafricain. Il y a eu plusieurs royaumes, plusieurs empires locaux, mais il n'y a pas eu de connexion pour créer une entité politique globale qui fait que on peut venir attaquer tel empire ou tel royaume qui était en guerre ou en concurrence avec toi, et au lieu d'aller à ce secours, tu dis ah mais c'est très bien fait pour lui. Le Canada a inventé le téléphone, il était seul. La France a inventé le métro, elle était seule. Est-ce que vous pensez non, elle n'était pas seule. C'est pas le même contexte. Hein. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que si le Canada n'est pas un État simple, c'est un État fédéral, le Canada. Et Edison, qui a inventé l'ampoule, l'a vendu à $20 parce qu'il croyait, il ne savait même pas que ça allait être aussi important. Et ce sont les grandes entreprises à travers le Canada qui l'ont exploité et qui l'ont rendu célèbre. Je vous dis par là que ce que le professeur a dit, il a parfaitement raison.
Si on a un État politique fédéral et qu'on aura des entreprises à dimension fédérale, et ces entreprises-là pourront booster toutes les inventions. Aujourd'hui, en Afrique, là, on entend régulièrement des inventions aujourd'hui qui se passent. Je vous donne un exemple. Il y a un jeune Kenyan qui a inventé un gant pour convertir en paroles les gestes des muets. Hein? Bon. Tout de suite, il a été acheté par les États-Unis. Ils ont versé des bourses pour qu'il aille plus améliorer. Il a été tout de suite enlevé. Voilà. Hein? Au Congo, il y a un jeune qui a inventé une pile électrique avec du manioc. À partir du manioc et à partir de papaye. On a dit, ah, comme c'est joli, oh, comme c'est beau. Mais quelle est la puissance politique va dire, mon garçon, on va te mettre dans une école technique pour que tu puisses développer ça, pour que ça puisse devenir juste pour l'Afrique. Tous nos génies qui se manifestent sont des curiosités à nos yeux et des gens qui vont être fichés par l'étranger et captés rapidement dès qu'ils seront en âge de partir. Professeur Benga, vous avez constaté, vous dites que vous dénoncez ce que vous appelez le couplage, le mariage depuis le XIIe siècle entre l'Afrique et l'Europe qui est à nos portes, ou du moins entre l'Afrique et l'homme blanc, qu'il soit des Amériques ou qu'il soit d'Europe, que ce mariage-là ne nous porte pas bonheur. Et si nous continuons d'être les perdants, c'est à cause de nos dirigeants. Vous maintenez cela? Oui, ça dit, il y a les contextes. Ça dit que l'Europe est très active. Hein, l'Europe, enfin les Européens, les Blancs sont très actifs. Ils défendent leurs intérêts, ils se battent pour leurs intérêts, ils prennent de gros risques pour leurs intérêts au mépris de tout. Bon. Et quand ils arrivent chez les Indiens amérindiens, ils les ont exterminés. Ils les parquent dans ils sont démocratiques et tout, mais ils les mettent dans les réserves là-bas. Vous voyez bien, tout en tenant la Bible d'une main et de l'autre, c'est comme des animaux parqués. C'est comme ça qu'ils se comportent. Bon. Donc, ces gens-là, vu leur comportement, vu leur théorie de droits de l'homme, droits humains, des choses comme ça, là, ce qu'ils ont fait en Afrique, brûler des villages, mettre les gens dans les cales, faire des choses impossibles, inimaginables au point de vue humain, même l'apartheid, etc. Hein, je crois que il faut prendre ses distances vis-à-vis de l'Europe. Ils ne pourront jamais, les banques mondiales, le FMI, tous ces gens, les Européens, moi je suis convaincu, archi convaincu, qu'ils ne pourront jamais aider l'Afrique. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils sont instinctivement dominateurs. C'est comme ça qu'ils sont nés depuis la Grèce, depuis les régions romaines, depuis les Napoléons jusqu'à Hitler, des choses comme ça, Jules César. Ils sont dominateurs, ils veulent dominer. Et surtout si vous êtes des races inférieures, races de choses comme ça, races noires, etc. Ils sont dominateurs, les autres. C'est dans leur chair, dans leur ADN. Alors, on ne peut pas continuer à rester avec eux. On sera toujours déjà vaincus. Des gens pauvres dans l'histoire, des gens qui ne comprennent rien. Mais c'est pas normal. Il faut se détacher de l'Europe et prendre son destin en main et puis dialoguer avec égal avec les Asiatiques, avec les Européens, avec tout le monde, puisqu'on vit dans la même planète. Mais il faut éviter qu'ils vous dominent, parce qu'ils nous ont tellement dominés, qu'ils ont tellement aliéné les Africains, qu'il y a un portrait du colonisé. Vous êtes esclave, je vous libère, allez, vous êtes libre, vous faites appel à un maître dehors, puis vous revenez au maître, non, je ne peux pas, je préfère rester esclave, je ne peux pas courir moi-même. C'est ça, nous sommes habitués à ça. Donc, même on préfère l'Européen, le blanc français que le chinois. On croit qu'on est plus frères, un peu plus amis, etc., qu'avec les autres blancs qui ne sont même pas européens. C'est ça le malheur de l'Afrique. Les deux professeurs, vous avez exactement le même langage. Peut-être, je pourrais dire, j'ai envie de dire, heureusement que vous n'êtes pas l'un et l'autre chef d'État. Parce que vous aurez tenu ce discours, vous aurez peut-être rejoint, vous avez donné un certain nombre de noms, vous aurez rejoint qui? Sankara, oui. Vous aurez rejoint qui encore? Lumumba.
Ouais. Vous aurez rejoint qui? C'est le meilleur sort. C'est le meilleur sort. C'est le meilleur sort. D'abord, c'est le meilleur sort. Il n'est pas nécessaire de chef d'État pour le rejoindre. Hein. On peut le rejoindre parce qu'on porte des idées. Oui. Barthélemy Boganda, on sait c'est le meilleur sort. En 1959, oui, oui. C'est qu'il est arrivé, c'est le meilleur sort. Donc je suis africain, assez cultivé, et je trahis l'Afrique volontairement en faisant des petits compromis, des trucs de francophonie, des trucs de la France-Afrique. Et un petit garçon de 39 ans, je me plie devant lui, j'ai le double de son âge, je me plie. Non, mais non. Je préfère la mort sur le sol africain, et le sang va imbiber le sol africain, il va germer. Que les Africains, comme le professeur, comme Sankara, qui sont peut-être au ciel. Ils sont au Panthéon. Ils sont au Panthéon. Africains, oui. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Mais par exemple, entre parenthèses, tu dis un jeune garçon qui arrive, il est politicien dans son pays, il dit qu'il va parler à la jeunesse africaine, à Ouagadougou. Mais de quelle légitimité il a? Quelle est sa compétence et quelle est son autorité? Pourquoi il ne parle pas à la jeunesse européenne, à la jeunesse de son pays française, à la jeunesse espagnole, à la jeunesse du Brexit là? Pourquoi il décide, lui, et les chefs d'État sont regardés comme s'il tombait du ciel, un prophète, il va parler à la jeunesse africaine. C'est vrai, professeur Lobenga, comme vous dites, Emmanuel Macron s'est rendu à Ouagadougou et il est allé s'exprimer, il est allé parler à la jeunesse africaine à partir de l'université de Ouagadougou. C'est du néocolonialisme, c'est tout. Alors, il nous reste 3 minutes et chacun de vous a 1 minute pour conclure sur la thématique centrale, la conférence qui aura lieu demain. Bâtir l'État fédéral africain à partir de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que vous direz demain, professeur Lobenga? Il faut le débat. Le débat, plus il y a le débat comme on fait aujourd'hui, même les spectateurs, il faut aussi le débat. Je crois qu'il faut qu'on débatte, on est des démocrates, on veut un État laïque et démocrate, il faut qu'il y ait le débat, qu'on soit convaincus les uns les autres, qu'on atteigne tous un point de non-retour et qu'on avance tous ensemble, parce que c'est un destin commun. Donc ce n'est pas une dictature, on n'impose pas, on ne fait pas le malin, des choses comme ça. C'est très compliqué et ça engage les générations aujourd'hui, ça engage le futur même de l'Afrique et même le futur de l'humanité. Donc c'est des choses à prendre très au sérieux, à faire le débat, toutes les intelligences, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des hommes, des femmes, tout est utile pour faire une réflexion commune et voir clairement les problèmes et dire qu'on prend notre destin en main ou on ne prend pas. Si on prend notre destin en main, il y a des conséquences, il y a un comportement, il faut développer une éthique, il faut développer une certaine moralité publique, il faut développer l'intérêt général qui doit passer au-dessus de tout l'intérêt, de tous les autres intérêts, et ainsi que nous pourrons avoir des valeurs communes pour bâtir quand même notre futur commun. Professeur Marcel Dicky Kidiri, qu'est-ce que vous allez déclarer demain à cette conférence qui sera très très suivie et nous espérons que les chefs d'État africains vont vous écouter. Qu'est-ce que vous allez dire demain? Écoutez, il ne faut pas que les chefs d'État africains s'imaginent que le mouvement fédéraliste panafricain est là pour les destituer de leur pouvoir. Il faut qu'ils comprennent le contraire, qu'ils comprennent bien que la part de souveraineté qu'ils donnent à des puissances étrangères, à des puissances néocolonialistes, à travers les accords financiers, les accords économiques, les accords stratégiques, les accords de défense, ils le placent mal. Mettre l'argent du pays en Suisse, c'est un mauvais placement. Parce que ça ne reviendra jamais au pays. Alors que s'ils mettent tous ces accords-là, toute cette part de souveraineté-là, dans un État fédéral panafricain qui est soumis au vote populaire du peuple, des peuples africains, ce sera beaucoup mieux assuré. Et c'est tous les États qui en bénéficieront, puisque chaque État pourra profiter des efforts de développement que
le gouvernement fédéral panafricain pourra engager parce que le gouvernement fédéral panafricain aura à sa disposition toutes les ressources africaines que les autres veulent piller. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes le professeur Marcel Diki Kidiri et professeur des universités originaire de Centrafrique. Le professeur Obenga, Théophile Obenga, est professeur des universités également, un adepte de Cheikh Anta Diop avec qui il a cheminé un tout petit peu. Il est originaire du Congo Brazzaville. Tous les deux, vous allez participer demain à cette grande conférence qui est très suivie et qui aura lieu à l'Université panafricaine. Merci d'avoir accepté de venir à cette émission spéciale de l'invité de la télévision HTV. Nous allons suivre vos travaux et puis on reviendra ici pour faire les comptes rendus. Merci. Bonne soirée. Cette édition a été menée de main de maître par le directeur de production, Christian Talom, et avec toute son équipe sous le contrôle, sous la coordination générale de Julia Ngounou, qui est directeur général de HTV. Bonsoir et à la prochaine.